Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG Politique, le nouveau rendez-vous de Télé Grenoble. 40 minutes en tête-à-tête avec ces élus du territoire dont les décisions impactent directement nos vies quotidiennes. Et aujourd'hui, je reçois Guillaume Gontard. Bonjour. Bonjour. Sénateur de l'Isère depuis 2017. Membre d'aucun parti, c'est toujours le cas ? Oui, enfin, membre directement d'aucun parti, mais j'ai été tête de liste d'une liste qui comportait Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, Génération, donc au cœur de la gauche et des écologistes. On va dire de gauche, tendance écologiste. Pourquoi ne pas adhérer à un parti politique ? Bon, parce que c'était, moi j'ai été élu à la croisée justement de ces organisations et de rassemblements. Et donc, par fidélité, par logique aussi sur cette élection, je reste bien sûr dans cette situation en sachant tout à fait où je vais. Et puis aussi président du groupe Écologiste, Solidarité et Territoire au Sénat, qui est un groupe qui comporte aussi Europe Écologie Les Verts, des membres de Génération, et puis d'autres élus aussi qui ne sont non encartés, mais très clairement écologistes. Alors avant d'être sénateur, vous étiez architecte et aussi maire du Percy. C'est un petit village dans le Trièves, au sud du département de l'Isère, 170 habitants à peu près. C'est ça, un petit village mais très dynamique. Et d'ailleurs, un de ceux, j'avais regardé au dernier résultat de l'INSEE en termes de population, je crois que c'est le 5e village, enfin commune dans l'Isère qui a pris le plus de population. Donc on est parti très bas, mais on monte très vite. C'est un peu le grand écart de passer de la gestion d'un petit village au Sénat. Ah bien sûr, enfin, je veux dire, quand on a été maire pendant 10 ans, moi c'est vraiment une fonction que j'ai adorée, à la fois d'être avec une équipe, de pouvoir mettre en place concrètement des choses sur un territoire, c'est assez fabuleux. Et moi ce qui m'a même surpris, c'est tout ce qu'on pouvait faire justement. Mais la fonction de sénateur, c'est différent. C'est bien sûr une vision plus large à l'échelle du pays. Mais je pense d'avoir fait les deux et ce lien justement entre ce qu'on fait sur les territoires et puis les décisions qu'on prend à Paris et sont particulièrement importantes. Vous vivez toujours là-bas, à Percy ? Bien sûr, bien sûr. Ça représente, vous parliez de ce groupe écologiste, on va l'appeler comme ça, au Sénat, dont vous êtes président depuis un an. Ça représente combien de membres ? 12 membres. Donc on est 12 membres avec un renfort très récent puisque Mélanie Vogel, qui est sénatrice des Français de l'étranger, puisqu'il y a eu des élections la semaine dernière sur les Français de l'étranger qui avaient été décalées pour le cause du Covid. Et donc Mélanie Vogel qui vient nous rejoindre d'Europe Écologie Les Verts. Et donc on est très heureux justement parce qu'on est la seule force au Sénat qui se renforce et petit à petit, élection après élection, qui est de plus en plus forte. Et donc on est très heureux de l'accueillir et de pouvoir continuer à travailler, à poursuivre et à faire porter la voix de l'écologie au Sénat. Alors, un renfort, mais aussi une démission quelques jours avant, début septembre, avec l'exclusion d'Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, qui était accusée de harcèlement moral par ses anciens assistants parlementaires. C'était votre vice-présidente, Esther Benbassa. C'est ça. Ça fait partie des moments pas les plus, je dirais, les plus sympathiques de la vie d'un groupe. C'est vrai que c'est à la fois compliqué humainement parce que c'est Esther, on a travaillé avec elle, mais c'est vrai que voilà, il y a eu à la fois des révélations à travers cet article, cette question du harcèlement moral, de la parole d'un certain nombre de collaboratrices, de collaborateurs qu'il faut savoir entendre. Et donc, collectivement, avec le groupe, on a pris cette responsabilité, qui est une responsabilité forte, lourde, qui est vraiment une décision politique, qui ne remplace en rien une décision de justice qui aura peut-être lieu. Nous, c'est vraiment une décision politique, savoir si on était encore en capacité de pouvoir travailler avec Esther Benbassa. On a décidé collectivement que ce n'était pas possible, mais aussi pour, à un moment donné, dire stop, parce que cette question du harcèlement, du bien-être au travail dans les institutions, que ce soit au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il faut qu'on se penche sur cette question-là. Nous, avec le groupe, on a mis en place un groupe de travail pour vraiment faire des propositions, à la fois avec les collaborateurs, les collaboratrices, avec des sénateurs, et faire des propositions au sein de notre groupe, au sein du Sénat, et on fera des propositions à Gérard Larcher. Et puis aussi parce que le rôle de collaborateur, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de convention
collective pour les collaboratrices et les collaborateurs. Donc je pense qu'il y a vraiment nécessité qu'on se penche sur cette question. Alors, on l'a vu là, sur les images d'Esther Benbassa, c'était il y a un an, au moment où vous preniez la présidence lors du de groupe, l'élection, c'est ça. où vous étiez en binôme. Vous êtes toujours à côté d'elle dans l'Assemblée nationale, on le voit sur ces images. Ça va, vous parlez ou c'est tendu? Oui, vous savez, forcément, quand il y a une exclusion, qu'il y a ce passage-là, je vous le dis, c'est humainement compliqué, que ce soit pour elle, que ce soit pour nous. Dans l'hémicycle, c'est vrai que les places sont déterminées. Là, il va y avoir un petit changement. Mais voilà, Esther Benbassa reste sénatrice de Paris. Elle ne fait plus partie du groupe écologiste Solidarité et Territoire, mais elle reste sénatrice. Alors, comme pour l'Assemblée nationale, le Sénat vote les lois et contrôle le gouvernement. Quand les députés votent en faveur d'une loi et que les sénateurs votent contre, qui a le dernier mot au final? C'est-à-dire qu'un texte passe par le Sénat ou par l'Assemblée, puis ensuite fait son circuit. Si ensuite il y a un accord, c'est-à-dire entre le texte qui a été travaillé à l'Assemblée nationale, puis ensuite au Sénat, des fois avec des modifications importantes, hein, on n'imagine jamais ce que le Sénat peut apporter sur certains textes. J'avais fait partie, beaucoup travaillé sur le texte économie circulaire, par exemple. C'était un texte qui était arrivé de l'Assemblée nationale avec 12 articles, qui est ressorti du Sénat avec 48 articles. Et donc je dirais que même le cœur de la loi a été fait au Sénat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne s'imagine pas forcément. Et puis ensuite, il y a une commission mixte paritaire, qui permet de voir s'il y a un accord qui peut être trouvé entre les deux assemblées. Et si cet accord est trouvé, alors c'est des négociations, le texte peut être adopté. Ou alors, s'il n'y a pas d'accord, le texte continue, va ensuite à l'Assemblée et retravailler. Alors logiquement, il devrait continuer le circuit jusqu'à ce que le gouvernement stoppe. Et en général, c'est l'Assemblée nationale, bien sûr, qui a le dernier mot. Bon, quand on est dans un groupe minoritaire d'une assemblée qui n'a pas le dernier mot, on arrive à exister, à peser quand même. On vous voit là en train d'interpeller bien sûr, le Premier ministre. Parce que le rôle d'un parlementaire et d'un sénateur d'opposition, c'est déjà un rôle de contrôle du gouvernement, donc interpeller comme j'ai pu le faire avec le Premier ministre à plusieurs reprises. C'est aussi, bien sûr, de proposer à travers des propositions de loi, à travers des missions d'information. On vient de terminer une mission d'information sur la méthanisation, donc qui concerne bien sûr tous les territoires. Donc on a beaucoup de choses à notre disposition pour pouvoir avancer. Et puis, on arrive aussi à travers des amendements sur certains textes. Alors, c'est un travail de finesse, hein, parce que bien sûr, on n'est pas au pouvoir, et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive justement, si on veut réellement changer les choses. Mais le travail qu'on a fait avec la loi climat, par exemple, une loi climat qui est arrivée, qui ne répondait même pas à la commande présidentielle, hein, puisque le président avait demandé à la Convention citoyenne un texte qui arrive à avoir qui baisse de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Le texte qui nous a été proposé, d'ailleurs qui a été voté, arrive à 20, même pas 30% de ces objectifs. Nous, on s'est mis dans le cadre vraiment de propositions. Justement, on n'est plus en opposition, mais vraiment en proposition, en créant une vraie loi climat qui permet non seulement d'atteindre 40%, mais nous, on s'est donné l'objectif de 50% de baisse de gaz à effet de serre, avec un document qui est chiffré en termes de baisse de carbone, et d'ailleurs qui a jusqu'à ce jour, c'est je crois le seul document qui n'a jamais été contesté, et qui est, je dirais, même une vraie trame présidentielle, hein, parce que on peut tout retrouver, et ce qui est assez intéressant, c'est que à travers cette vraie loi climat, c'est que ce sont toutes des dispositions à la fois faciles à mettre en œuvre, bien sûr, qui peuvent s'appliquer directement dans les territoires, à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une région, et qu'on peut le faire très rapidement, facilement, et surtout qui ont un retour à la fois en termes d'emploi, de justice sociale et je dirais de bien-être. Donc on a vraiment intérêt à aller là-dessus, et moi j'ai vraiment regretté, notamment dans cette loi climat, le peu d'action et de volonté du gouvernement. Alors vous évoquez la présidentielle, c'était aussi l'une de ces actualités politique de la rentrée avec la primaire des écologistes. Alors, vous n'êtes pas encarté à EELV, mais j'imagine que vous partagez leurs valeurs et que vous avez voté à cette primaire. Vous souteniez d'ailleurs Éric Piolle, hein, qui était le candidat, par conviction ou parce que c'était le local de l'étape? Non, bien sûr, moi je soutenais Éric Piolle logiquement, puisque à la fois, bien sûr, par conviction, localement, je dirais, c'est évident. Je l'ai dit, notre liste en 2017 était une émanation aussi de ce qui s'était passé en 2014 à Grenoble, et cette réflexion sur le rassemblement, et qu'on voit bien que cette élection présidentielle, si on veut la gagner, les écologistes, la gauche, il va falloir se rassembler autour d'un projet.
je trouvais que Éric Piolle avait su justement montrer ce large rassemblement autour d'un projet qui était peut-être le projet le plus construit. Ce qu'on voit à travers cette échéance et ces primaires qui ont eu lieu, c'est à la fois plus de 120 000 personnes, donc un événement important, des débats forts, une maturité du projet. Et puis au bout du compte, on a 4 candidats qui étaient à 25, 25, 25, on va dire, c'est pas, voilà. Moi, certains disent il y avait de la division. Je dis au contraire. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des manières différentes d'aborder, mais un même projet, le projet du pôle écologiste, avec un objectif commun, avec une vision commune, un but commun, mais des manières de l'affirmer différemment. Bon, c'est Yannick Jadot qui est arrivé en tête, une élection démocratique. Maintenant, c'est à lui que revient cette responsabilité. Moi, tout de suite, bien sûr, je me suis rangé derrière Yannick, parce que je pense que aussi c'est le même qui a peut-être cette stature aussi de pouvoir porter ce projet, et puis surtout de l'ouvrir, de permettre à ce qu'on arrive à se rassembler très largement, puisque c'est la seule possibilité si on veut arriver à être au deuxième tour et bien sûr gagner et mettre en place une république écologique. Vous allez avoir un rôle précis dans la campagne de Yannick Jadot ? Précis, c'est-à-dire qu'en tant que président du groupe Écologiste Solidarité et Territoire, nous, on s'est déjà mis de toute façon au service des candidats, maintenant au service du candidat qui a été désigné dans la primaire. Et le rôle du groupe, c'est ça, mais c'est ce qu'on a pu faire à travers la loi et la vraie loi climat. C'est donner de la matière, c'est rendre aussi crédible ce projet écologiste à travers des propositions de loi. On parlera peut-être tout à l'heure de notre texte sur l'énergie. C'est à tous les niveaux. On va faire un gros travail sur le projet de loi de finances et projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui est le dernier projet de loi de finances de ce mandat pour Emmanuel Macron. Eh bien, de la même manière, on montrera que on n'est pas, bien sûr, on est en opposition à ce qui est, mais qu'on peut montrer qu'on peut changer totalement de modèle, on peut inverser notre manière de voir les choses à travers notamment ce projet de loi de finances. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner et qu'on viendra nourrir ce projet présidentiel. Alors, vous disiez qu'il n'y avait pas eu de division pendant cette campagne des primaires chez les écologistes. Il va quand même falloir rapprocher un petit peu tout le monde. Est-ce que, par exemple, votre rôle peut être de rapprocher Yannick Jadot et Éric Piolle, puisque vous êtes je me fais aucun doute. Ils étaient hier, notamment à une réunion d'Europe Écologie Les Verts, les quatre candidats qui ont participé à cette primaire. J'ai aucun souci, aucun problème pour le fait que, notamment, Éric et Yannick se rapprochent, travaillent ensemble. Mais pour preuve, c'est que Yannick Jadot a déjà repris un certain nombre de propositions que Éric Piolle avait fait. Je pense à l'ISF vert, je pense à d'autres dispositions qui viendront enrichir. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est qu'en fait, on a une équipe, on appelle l'équipe de France des écologistes. Elle est là, elle est bien, elle est derrière un projet qui est particulièrement mûr, particulièrement mature. Et je pense qu'il est le seul. Moi, quand j'entends, alors certains n'ont même pas tellement de projets, mais qui est le seul vraiment à pouvoir répondre à la fois à cette urgence climatique, à cette urgence sociale, parce que là aussi, et aussi à cette urgence, je dirais, industrielle. On en parlera aussi, mais j'étais avec Yannick Jadot il y a 2 jours à Féropène sur la question de la réindustrialisation. Là aussi, parce que c'est le bout de la chaîne. Si on veut mettre en place une transition écologique, si on veut mettre en place une transition énergétique, on a besoin d'industrie. Et donc ça aussi, c'est un discours qu'il faut qu'on puisse intégrer dans ce projet écologiste. Et c'est bien une vision globale que nous avons. Alors je précise que les images qu'on a vues de Yannick Jadot et d'Éric Piolle ne datent pas de cette année, elles datent de 2017. Ils ont un peu vieilli. C'était la précédente campagne présidentielle, puisque Yannick Jadot, avant de se retirer, était le candidat des écologistes et était évidemment venu rechercher le soutien d'Éric Piolle à l'époque. Alors à l'époque, Éric Piolle n'avait pas été candidat, donc c'était plus simple aussi de les voir unis. Comment vous voyez la suite des événements de cette campagne, maintenant que le casting, on va dire, est à peu près connu, notamment à gauche, où toutes les forces en présence ont lancé leurs candidats? Maintenant, c'est parti. Le pôle écologiste, parce qu'il faut bien parler du pôle écologiste, puisque plusieurs organisations ont maintenant leurs candidats. Maintenant, c'est une première étape. On est vraiment dans une démarche de rassemblement. Donc, je pense qu'il va falloir, et c'est déjà le cas, entamer des discussions très rapidement, notamment avec le Parti socialiste et avec Anne Hidalgo, bien sûr.
Donc ça fait partie voilà, des échéances qu'on puisse discuter. Bien sûr aussi avec Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a vraiment maintenant cette nécessité à la fois d'avancer, à la fois de dérouler ce programme, de montrer justement qu'il a cette capacité à rassembler et puis à travailler bien sûr avec l'ensemble des forces de gauche et écologistes pour arriver à une candidature unique et puis gagner ces élections parce qu'il y a vraiment urgence. Vous êtes partisan de cette union de la gauche. J'imagine que vous êtes d'accord sur le fait que sans cette union, la gauche a quasiment aucune chance d'exister au second tour dans cette campagne présidentielle. Vous y croyez quand même à ce rassemblement? On parlait de Jean-Luc Mélenchon, d'Anne Hidalgo avec les moi, j'y crois tout simplement parce que à la fois c'est attendu, vous l'avez dit, si on ne se rassemble pas, voilà, c'est même pas la peine, on ne gagne pas. Et il me semble, quand on regarde les choses, quand on voit les urgences qu'on peut avoir, on est dans une élection présidentielle, c'est 5 ans. On a 5 ans pour inverser les choses, pour répondre à cette urgence climatique et sociale. Je pense que, bien sûr qu'il y a des choses qui nous séparent, bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent nous diviser. Et pour moi, c'est plutôt d'ailleurs une richesse. Je ne connais aucune organisation qui va toujours dans le même sens. Mais par contre, on sait qu'on a vraiment un pôle commun et rien que si c'est cet espace commun qu'on a entre nous, on peut le mettre en place activement pendant 5 ans, je dirais que ça sera gagné et vraiment pour répondre à cette urgence et cette nécessité et je dirais cet appel. Parce qu'on le voit, les sondages. Pourquoi parfois les sondages ne sont peut-être pas forcément satisfaisants pour la gauche et les écologistes? Moi, je pense tout simplement justement parce que les électeurs, les électrices attendent qu'on soit responsable et qu'on puisse justement montrer qu'on peut s'unir, qu'on peut travailler et qu'on peut arriver et mettre en place concrètement notre projet. Alors, le problème, c'est que tous les candidats de gauche ont envie de rassemblement, mais autour de leur candidature. Est-ce que c'est envisageable que Yannick Jadot se désiste, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, si dans quelques semaines ou dans quelques mois, les circonstances politiques, les sondages donnent... Pour moi, les choses ne se posent pas du tout comme ça. Je pense qu'il y a eu une démarche avec cette primaire qui était une primaire ouverte, qui a recueilli plus de 120 000 personnes qui se sont intéressées, et bien au-delà d'ailleurs à cette démarche. Donc là, on a un candidat qui est légitimisé, oui, c'est ça, oui. par cette démarche et par ces primaires. Voilà, maintenant, il va y avoir bien sûr des discussions, mais la question n'est pas de savoir si Yannick Jadot, qui vient d'être justement élu suite à cette primaire, s'il va se retirer ou non. Et moi, je pense, c'est juste de montrer... Au final, il faudra bien 2 ou 3 se retirent si on veut qu'il y ait un seul candidat de gauche. Bien sûr, mais je pense que c'est, encore une fois, avant de regarder les personnes, et c'est réellement ce qui s'est passé dans ces primaires, c'est de regarder le projet. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, justement, quand je disais qu'il y avait 25%, que ça s'était réparti avec ces 4 personnes, c'est qu'en fait, pourquoi? Parce que chacun avait une manière, était une brique du projet, avait une manière de l'exprimer peut-être différemment, mais ce qu'on avait envie, c'était de cet ensemble, de cette co-construction. Et que celui qui se retirera, ça ne veut pas dire qu'il sera exclu, ça sera au contraire qu'il se mettra au service d'un collectif. Et je pense que c'est réellement de repenser ce collectif. Vous parliez de la légitimité des 120 000 inscrits à la primaire des écologistes. Il y a une primaire sur Internet, primaire populaire, qui, elle, a dépassé ce chiffre. Elle a plus de 125 000 participants aujourd'hui. Vous regardez ce qui se passe sur cette Bien sûr, plateforme. Moi, c'est cette primaire populaire au départ. Elle est créée, on va dire, par les citoyens. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, à un moment donné, de se dire, comment collectivement, justement, ça peut être un moyen, on peut déterminer le choix d'un candidat, justement, pour représenter la gauche et les écologistes. Ce que je constate quand même, c'est que peut-être elle arrive un petit peu tard, puisque il y a des choses, il y a des choses qui avancent, il y a des projets qui se construisent, et donc cette démarche arrive peut-être un petit peu tard. Elle a peut-être eu un petit peu du mal justement à décoller, mais en tout cas, ça reste une démarche intéressante. De toute façon, tout ce qui pourront nous faire réfléchir en termes de démocratie, parce que je parlais d'écologie, je parlais de social, mais je pense que l'aspect démocratie, le lien du citoyen avec la politique, c'est aussi des grands enjeux auxquels nous devrons répondre dans ces prochaines années. Alors Yannick Jadot, qui, vous le disiez, était
À vos côtés, il y a quelques jours, pour rendre visite aux salariés de l'usine Ferropem. Ce sont 2 sites menacés de fermeture en Savoie et puis en Isère. Là, on voit les images du site dans la vallée de la Romanche, sur la commune d'Olivet-et-Gavet. C'est une entreprise spécialisée dans la production de silicium. 2 usines qui sont menacées de fermeture avec plus de 350 emplois à la clé. Exactement, 357 emplois, 357 familles. Et derrière ces familles, 2 vallées, puisque à la fois en Savoie, sur Châteaufeuillet, et à Livet-Gavet, au Claveau, voilà, avec ces familles qui ont cette entreprise-là. C'est leur histoire, c'est un patrimoine, c'est leur vie, c'est leur manière. J'ai rencontré des ouvriers qui me disaient, moi je vais dire quoi à mes enfants si je suis obligé de rentrer chez moi et que notre usine, ferme. Et surtout, ce qui est totalement, je dirais, inacceptable, inentendable de la part des ouvriers, qu'on dise à quelqu'un, je pense par exemple quand les mines de charbon, à un moment donné, ont fermé, parce que, pour plein de raisons, on n'utilisait plus de charbon. Je ne dis pas que c'était de gaieté de cœur que ces mines fermaient, mais on pouvait accepter cette transition. Il y avait une logique et du coup, il fallait trouver justement quelle transition amener à ces ouvriers. Là, on est dans quelque chose de totalement différent et totalement inacceptable. C'est-à-dire qu'on est dans une filière, le silicium, qui est une matière première indispensable à notre souveraineté et notre souveraineté énergétique. On en fabrique du coup en Savoie, en Isère, dans les Pyrénées. On est en train de perdre cette possibilité-là, qui est totalement vraiment invraisemblable, alors que dans le même temps, c'est une matière première pour notamment le photovoltaïque, pour les questions de santé avec le silicone, pour les questions de l'industrie automobile et notamment toute la transition de l'automobile sur l'électrique avec la question des batteries. Donc en fait, on est sur une matière première essentielle à notre souveraineté, et pour des raisons financières, parce que le groupe Ferroglobe n'est plus un groupe industriel, c'est un groupe de placement financier qui arrête des unités juste pour faire monter le cours du silicium, et donc jouer avec des vies, jouer avec des gens, et donc on ne peut plus accepter ça. Et là, l'État a un rôle particulier à jouer. Et donc moi, c'est ce que j'ai pu rappeler au Premier ministre, c'est de dire, dans le même temps, et j'avais rencontré le Premier ministre justement sur la filière photovoltaïque, nous annoncer 18 milliards d'appels d'offres pour du panneau photovoltaïque. Moi, j'ai dit bravo, très bien, on développe justement cette énergie renouvelable. Mais si on veut fabriquer nos panneaux, notamment avec Photowatt dans l'Isère, si on veut utiliser du silicium français fabriqué dans nos vallées, il va falloir se bouger. Parce que sinon, ces 18 milliards d'appels d'offres en panneaux photovoltaïques, en quoi ils vont se transformer? En panneaux photovoltaïques chinois, je n'ai rien contre les Chinois, mais si c'est pour un impact carbone par rapport au transport, un impact social et humain, parce qu'on sait dans quelles conditions ces panneaux-là sont fabriqués en Chine, j'ai dit on aura tout raté. Et d'ailleurs, il y a un ouvrier qui nous disait, c'est pas la peine de faire une loi climat, d'essayer de gratter du CO2 et du carbone, si en même temps on abandonne toute une filière qui justement est l'essence même de cette transition énergétique. Alors vous voyez en train d'interpeller justement le Premier ministre sur ce sujet de Ferropem. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Les emplois sont sauvables? L'entreprise Moi, j'avais posé 3 questions. C'est-à-dire, à la fois, on a vraiment la nécessité d'avoir une suspension du plan social. On a vraiment cette nécessité-là. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Je sais qu'il y a encore des discussions en cours. On est en relation à la fois avec les syndicats. Il y a vraiment cette nécessité-là pour gagner du temps. Parce que les salariés ont un plan, une alternative, savent comment on peut être à la fois plus compétitif, comment on peut continuer de produire du silicium chez nous. Donc il y a cette nécessité de gagner du temps. Moi, je lui ai posé aussi une question, c'est de dire, au bout du compte, est-ce que l'État interviendra, et de manière très forte, avec une nationalisation temporaire? Parce que s'il faut en arriver là, on doit le faire, parce qu'on ne peut pas laisser fermer ces sites. C'est pas on les ferme puis on appuie sur un bouton et ils rouvrent le lendemain. Non, fermer ces sites, on le sait très bien. D'arrêter des fours comme sont les fours qui fabriquent du silicium, c'est la fin de cette industrie. Donc on ne peut pas accepter ça. Sur cette question de la nationalisation temporaire, le Premier ministre ne m'a pas répondu. Je l'avais aussi interpellé sur
de l'argent public via le plan de relance et de l'investissement pour justement gagner en compétitivité sur ces sites. Il y a besoin effectivement d'argent public, mais surtout, attention, c'est de dire si on met de l'argent public, qu'il y ait des conditionnalités et qu'on fasse réellement pression sur le groupe Ferroglobe pour maintenir ces 357 salariés et surtout qu'il n'y ait aucun four qui ferme. Là, le Premier ministre m'a dit qu'effectivement, il y aurait cette possibilité-là en termes d'argent public, a annoncé aussi des possibilités de reprise en disant qu'il y avait d'autres groupes qui pourraient être intéressés. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. En tout cas, moi, j'ai retenu une chose de ce qu'il a dit, et il me l'a dit quand même dans un hémicycle au Sénat, il n'y aura aucun site, ni en Isère, ni en Savoie, qui fermera. Moi, je l'ai entendu. Il nous l'a dit, donc maintenant j'attends les actes et surtout j'attends les actes parce que je sais que là l'État peut faire quelque chose et qu'on ne me dise pas que c'était pas possible. 8 marques d'intérêt, a dit le Premier ministre. Exactement. Effectivement, les usines intéressent a priori des repreneurs potentiels. Toute la prudence, je voudrais dire avec toute la prudence, parce qu'on voit bien que dans ces 8 marques d'intérêt, il y en a 2 ou 3 qui sont, on va dire, discutables ou qui pourraient être intéressants, mais avec toute la prudence aussi, parce qu'une reprise pour une durée de 2 ans et puis retomber dans la même situation ne serait pas favorable non plus. Donc avec toute la prudence qu'on peut avoir autour de ces propositions. Oui, puis on est bientôt en campagne. On se souvient que les hauts fourneaux en Moselle avaient aussi animé la précédente campagne présidentielle, avec aussi là, des demandes comment des demandes de nationalisation, oui. Temporaire. C'était Arnaud Montebourg à l'époque qui avait sollicité le gouvernement. C'est vrai qu'il y avait. En vain, on peut faire le parallèle. Ça n'a jamais été fait. Je veux dire, à un moment donné, moi je pense que vraiment qu'on se pose cette question-là. Et là, je dirais qu'on a vraiment un cas d'école sur cette question du silicium, du lien avec le photovoltaïque, avec ce que j'ai dit, avec les batteries. Enfin, je veux dire, c'est un élément essentiel. Comment on pourrait accepter que l'État, mais là même au niveau stratégique, qu'un État dise bah non, j'arrête tout, et puis je vais laisser faire fabriquer ça, parce que attention, du silicium, il y en aura toujours. Il viendra soit des États-Unis, puisque voilà, Espagne, c'est impossible. Donc voilà, là, il y a une vraie réponse, et je pense que justement, je parlais du lien aux citoyens. Je pense que les citoyens attendent ça aussi des politiques. C'est à un moment donné, oui, d'apporter des réponses et de dire quand on a quelque chose d'aussi, je dirais, d'aussi simple, d'aussi clair, eh ben allons-y, faisons-le, montrons que le politique peut agir. Et moi, c'est ce que j'attends. Souveraineté industrielle, souveraineté énergétique également. Vous allez déposer dans quelques jours au Sénat un projet de loi pour créer un service public des énergies renouvelables. Je le disais en introduction, vous êtes un groupe minoritaire au Sénat. Ça a peu de chances d'aboutir, ce projet de loi. Oui, on dépose une proposition de loi alors qui est sur un service public des énergies renouvelables, mais avec un premier article qui est aussi la reprise en main des concessions de barrages hydroélectriques via une régie 100% publique. Puisque vous savez que les barrages liés aux demandes de la Commission européenne sur l'ouverture à la concurrence des concessions de barrages. Et on sait toutes les problématiques que peut poser cette ouverture à la concurrence des concessions de barrages, puisqu'un barrage fait de l'électricité, mais un vrai lien sur la gestion de l'eau, de la biodiversité, du tourisme, le lien avec les collectivités qui sont autour. Là, qu'on ne peut pas détacher comme ça et donner au privé, la main au privé sur un ensemble. Ça a un lien aussi, les barrages, et sur le nucléaire, puisqu'on le voit sur les refroidissements des centrales, la question de l'eau et de la gestion de l'eau. On l'a vu encore cet été avec les différentes problématiques qu'il y a pu avoir. Donc on voit bien qu'on est encore une fois sur quelque chose de stratégique. Et nous, on dit non, on ne peut pas ouvrir à la concurrence. Ce schéma-là ne peut pas entrer dans le schéma concurrentiel. Et donc il faut reprendre la main. Il faut reprendre la main sur ces communs. Et nous, on donne une proposition qui a été travaillée avec des syndicats sur la mise en place d'une régie publique qui permette justement de mettre l'ensemble de ces 450 barrages, puisque ça représente 450 barrages de plus de 4,5 mégawatts, 120, 150 qui sont déjà en fin de concession, donc sur lequel il y a une urgence quand même à trouver des solutions. Donc voilà, nous on fait cette proposition-là, qui n'est pas une proposition qui tombe du ciel, qui est aussi dans les différentes discussions qu'il y a pu avoir avec la Commission européenne, qui nous dit ça pourrait être une solution
pour l'État français de sortir de cette obligation concurrentielle. Donc nous, on dit, go, allons-y, et puis surtout, ou alors que l'État français et que le gouvernement nous explique quelles solutions il souhaite apporter. Et puis la question sur ce texte, sur un service public des énergies renouvelables, encore une fois, c'est que si on veut développer les énergies renouvelables sur nos territoires, au plus près des territoires, en lien avec les citoyens, on a aussi besoin d'avoir une vision globale, d'avoir une vraie planification à l'échelle de notre pays, de faire attention aussi parce qu'on peut produire localement, ce qui est particulièrement intéressant, que ce soit du solaire et de l'éolien, avec toutes les formes d'énergie, avec de l'hydroélectricité. Mais on a aussi besoin de solidarité en des territoires, parce qu'il y a des territoires qui vont moins de facilité pour produire de l'énergie, et puis en termes aussi de péréquation et d'avoir une tarification unique sur l'ensemble de notre territoire. Donc on a besoin d'avoir cette vision globale, et donc encore une fois la nécessité d'avoir un service public. Je pense par exemple à l'éolien, comment on peut imaginer tous les problèmes qu'il y a par rapport à l'acceptation aussi de l'éolien. C'est pourquoi on a des groupes privés qui vont négocier, soit avec des communes, pour installer une éolienne là, une éolienne à côté, etc., sans vraiment raisonnement, réflexion en termes même d'aménagement du territoire. Donc on a besoin de cette régulation et de ne pas donner la main totale et je dirais à 100% au privé. Les barrages, ça représente, je crois, à peu près 12% de l'électricité produite en France, donc ce n'est pas négligeable. Quelques images d'un parc solaire qui a été inauguré il y a quelques jours à côté de Grenoble, sur la commune de la Buisse, dans le pays voironnais. 4 hectares, 8000 panneaux, de quoi alimenter à peu près 700 foyers. Des initiatives, on en voit comme ça fleurir de plus en plus, mais est-ce que pour autant ce type d'installation peut un jour compenser ce que produisent les centrales nucléaires en France, qui reste la production la majoritaire dans notre pays? C'est toujours pareil, c'est une question de planification. On ne réglera pas le problème uniquement avec le solaire, on ne réglera pas le problème uniquement avec l'hydroélectricité, uniquement avec l'éolien, uniquement avec la méthanisation, etc. C'est bien un mixte énergétique qu'il faut déployer. Et c'est pour ça encore l'intérêt d'avoir un service public des énergies renouvelables, c'est d'avoir cette réflexion à l'échelle d'un territoire. Sur la question du solaire, là je crois que c'est installé sur des zones qui étaient contaminées, puisque des anciennes décharges. Des anciennes décharges, et le but c'est bien entendu de ne pas poser du solaire sur des terres agricoles. Donc on voit bien qu'on est limité. On a la même chose sur Susville avec un parc solaire sur les anciennes mines. On a encore beaucoup de potentiel pour développer le solaire. De la même manière avec l'éolien, on a des projets, et puis il y en a eu un récemment sur l'Ivigave, justement, sur l'hydroélectricité. Mais on voit bien que c'est, bien sûr, avec ce mixte, en jouant, et puis bien sûr, parce que vous allez me poser la question du nucléaire. Voilà. Est-ce que vous mettez le nucléaire dans ce mixte ? Mais pour moi, il n'y a pas de tabou. Le nucléaire, ça a été un choix qui a été fait à l'époque par le général de Gaulle. Et d'ailleurs, justement, on peut se poser cette question de se dire, on est à 70-80% du nucléaire. On voit bien que c'est plus pensable comme ça, qu'il faut bien qu'on aille dans une orientation qui permette de rééquilibrer ce mixte énergétique, qu'on sait très bien qu'on ne va pas, pareil, en appuyant sur un bouton, arrêter totalement le nucléaire du jour au lendemain. On le sait bien. Mais on sait juste, c'est comment, toujours pareil, on met en place cette transition. Et ce qui est important, c'est d'avoir un cap, une orientation, de savoir où on va et de savoir du coup où on met les investissements. Voilà, moi ce que je demande aujourd'hui au gouvernement, c'est comment on met en place une réelle filière du photovoltaïque. Moi j'aimerais que les images qu'on a vues tout à l'heure, ça soit du 100% ces panneaux photovoltaïques, ça soit du 100% français, du silicium jusqu'à l'installation. Pour l'instant, on sait que ce n'est pas le cas, alors qu'on a tous les éléments sur notre territoire. Et donc c'est bien comme ça qu'il faut travailler. Et on voit bien que ça a un intérêt local, directement, sur l'emploi. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Donc, allons-y, c'est vraiment la vraie direction à prendre. Et puis, bien sûr qu'il faudra rééquilibrer notre mix énergétique. Je rappelle que le nucléaire, parce qu'on nous dit, si on regarde que le carbone, le nucléaire est une énergie non carbonée, propre. Peut-être, mais c'est pour l'instant l'énergie la plus coûteuse.
Ça, on le sait. Et puis, année après année, c'est particulièrement coûteux. La preuve, c'est que dans Hercule, le gouvernement voulait bien nationaliser la partie nucléaire, hein, puisqu'en général, on nationalise ce qui ne rapporte pas d'argent. Les énergies renouvelables, là, on les mettait dans un autre pôle qui, justement, lui, serait privatisé, parce que là, ça rapporte de l'argent. Donc, voilà, je pense que le nucléaire est une énergie coûteuse. Deuxièmement, on nous dit on n'est pas du tout sur une indépendance énergétique avec le nucléaire. Les 9000 tonnes d'uranium viennent pas de France, viennent toutes de pays extérieurs, avec de vraies difficultés aussi d'approvisionnement pour des questions géopolitiques. Donc ça aussi, là on a la possibilité de pouvoir dépendre du vent, du soleil, de l'eau et d'autres éléments, et d'avoir cette autonomie énergétique, en tout cas d'aller vers dans cette direction. Je pense qu'on a particulièrement intérêt à y aller, et surtout, on sait que les retombées seront sur nos territoires, et que ça soit sur l'éolien, que ça soit sur le solaire, ou que ça soit sur l'hydroélectricité. J'ai vu des images de turbines hydroélectriques à l'époque fabriquées par Nerpic. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en termes de désindustrialisation, ce qu'on a perdu sur notre territoire alors qu'on était en pointe en termes de connaissances, de savoir-faire sur la fabrication des turbines hydroélectriques. Voilà, on a arrêté ça. Je pense qu'il ne faut pas continuer dans cette casse-là. Au contraire, il faut inverser totalement, réindustrialiser sur ces questions-là et mettre en place une vraie filière sur les énergies renouvelables. Il ne reste pas moins qu'il faut des milliers d'éoliennes pour remplacer la production d'une centrale nucléaire. Ça demande de l'espace. Je prends l'exemple du Trièves, qui est réputé pour ses territoires. Alors, il y a quelques éoliennes, on les a trouvées. Elles sont au-dessus du lac de Corps, au pied de l'Aubiou, montagne magnifique. Vous seriez prêt, vous, à soutenir un projet d'implantation de nombreuses éoliennes sur votre territoire ? Mais la question, elle est toujours là. Ce n'est pas de nombreuses. Sur le Trièves, oui, mais alors, l'intercommunalité du Trièves, c'était à ma demande, puisque j'avais des opérateurs qui étaient venus me voir sur la commune du Percy. Moi, ce que j'ai dit, mais non, c'est pas à la commune du Percy de décider, parce qu'actuellement, c'est comme ça. C'est un opérateur qui vient, qui dit on va vous faire une étude, il y en a pour 400 000 euros, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. En général, quand on a mis 400 000 euros derrière, on sait que voilà. Moi, j'ai dit non, stop, c'est pas possible. On travaille à l'échelle intercommunale, on travaille avec les citoyens. On avait mis en place un groupe de travail entre citoyens, associations, élus. On a rendu un dossier qui a été voté par l'ensemble des maires du Trièves, qui ne dit pas on ne fait pas d'éolien. De toute façon, ce n'était pas oui ou pour ou contre les éoliens, c'était juste de dire comment on peut accepter, quelles sont nos contraintes. On a fixé des contraintes, effectivement, il y a des zones où on a dit non, pas là, parce que pour le paysage, pour la vie des gens, etc. On a défini des zones, on a dit aussi que s'il y avait de l'éolien, ça pourrait être possible, à condition qu'il y ait une vraie participation des collectivités, des citoyens, et qu'on remette la main, justement, sur cette production électrique très locale. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus sain de voir, oui, une éolienne, ça se voit, oui, ça fait du bruit, mais on veut tous de l'électricité. L'énergie nucléaire, ça a un impact. Je ne vais pas reparler de Fukushima, etc. Donc, toute l'énergie, toute fabrication d'énergie a un impact sur l'environnement. Et donc, je trouve que c'est plutôt sain de voir visuellement cet impact-là, et d'avoir aussi toute la réflexion, parce qu'on en parle quand même trop peu souvent, de cette question de la sobriété. Comment on limite nos dépenses énergétiques? Donc ça passe bien sûr par l'isolation des logements, où là, on aurait de quoi faire. Et vraiment là aussi, c'est en termes sur le mandat d'Emmanuel Macron, sur cette question-là, qui est quand même relativement simple. Booster l'isolation des bâtiments, on sait que c'est directement sur l'économie du bâtiment, que ça crée des emplois, que ça crée aussi un savoir-faire. On a la filière bois derrière, et on est un territoire et un département très lié au bois. Voilà, on sait qu'on peut agir là-dessus en réduisant du coup les dépenses énergétiques. Donc là aussi, il y a un gros plan à faire sur cette dépense énergétique, parce qu'on ne pourra pas aller comme ça en escaladant tout le temps et en dépensant toujours plus. Alors vous avez participé fin septembre aux États généraux de la transition du tourisme en montagne. C'était une première fois que les associations écologistes se retrouvaient avec les aménageurs de la montagne, les directeurs de stations de ski, autour d'une même table. Quel bilan vous en tirez? C'était un exercice de communication, de montrer que tout le monde était uni, ou il y a vraiment des choses qui peuvent en sortir? Alors moi, je salue totalement cette initiative, ces États généraux de la transition du tourisme de montagne. C'était à la fois un formidable moment, très, très réussi, à l'initiative notamment de Montagne Wilderness, mais de d'autres associations, mais surtout la faculté, l'envie partagée par tout le monde
que ça soit aménageurs, élus, associations environnementales, peu importe, et de se dire, mettons-nous autour de la table. Cette question de la transition en montagne nous concerne tous. Nous concerne parce que, voilà, on sait très bien, voilà, il y a un réchauffement climatique, il est là, il existe, on le voit parce qu'il arrive encore 2 fois plus sur nos territoires de montagne, et donc il va falloir qu'on réfléchisse collectivement, parce qu'en gros, on y a tous intérêt. On vit tous à travers nos montagnes. On vit, que ça soit sur l'activité du ski, que ça soit sur l'activité agricole, artisanale, que ça soit tous les métiers liés au tourisme, guide, etc. Donc on a intérêt à réfléchir à ça. Je ne parle pas de l'immobilier aussi des stations de ski. On a eu récemment, l'année dernière, le col d'Alazelier, qui était une toute petite station, mais qui du coup a arrêté son télésiège. Ne fonctionne plus. La commune de Grèce, qui a eu un débat récent sur justement son développement ou son avenir. Mais pourquoi ce débat est posé? Parce que on sait très bien que petit à petit, on aura moins de neige et qu'on devra fonctionner avec cette nouvelle donnée. Et donc, moi, je trouve ça plutôt heureux et très satisfaisant que tout le monde ait cette capacité, cette maturité à se mettre autour de la table. Je dirais d'arrêter de s'envoyer de s'opposer, mais au contraire, de vraiment co-construire ensemble, de trouver les bonnes solutions, parfois de se dire les choses franchement aussi. C'est ça aussi, ça permet ça, ce débat et ces rencontres, mais surtout, d'essayer de créer ensemble ce que sera la montagne de demain. Vous évoquez le cas de Grèce-en-Vercors avec effectivement un référendum pour ou contre l'installation de canons à neige sur le domaine skiable. La station est située un peu plus au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Finalement, ce sont les pour qui l'ont emporté, comme quoi les populations de montagne ne sont pas forcément toutes encore prêtes à aller vers la transition que vous décrivez. Oui, mais alors moi déjà, je salue vraiment cette initiative. Je crois que c'est la seule en France d'un référendum décisionnaire qui est donné comme ça à la population. Donc vraiment, l'équipe municipale qui a ce courage... Qui était contre les canons à neige, elle. Oui, mais alors ce n'était pas contre les canons à neige, c'est sur ça. En fait, le problème d'un référendum, toujours, oui. Ça c'est la critique que je ferai, c'est oui ou non. Donc là, c'était pour ou contre. La vraie discussion... et qu'aurait pu être beaucoup plus large d'ailleurs, parce que ça s'est passé en période de Covid, en visio, etc., alors qu'on sait très bien que dans ce genre de discussion, on a besoin justement de discuter, de se rencontrer. Mais la vraie question, c'était quel est notre avenir? C'est-à-dire qu'une petite station comme Grèce-en-Vercors, qui dépend et qui fonctionne beaucoup grâce à l'argent public, et notamment la commune qui injecte de l'argent, on voit que ça devient difficile, qu'une année, 2 années sans neige... ça va être encore plus compliqué. On voit aussi qu'une année avec le Covid où il n'y a pas eu les remontées ont été fermées, que mine de rien, on encaisse plutôt les choses assez bien et que ça a permis de voir qu'il pouvait y avoir un autre développement du tourisme. Toutes ces questions-là. Et de se dire, en gros, voilà, est-ce que, je ne sais plus combien est le coût de ces canons à neige, 1 million ou 2 millions, je ne sais plus, est-ce que c'est 1 ou 2 millions? Il faut les mettre justement sur le développement de canons à neige à une zone qui était assez haute, ou est-ce qu'on doit réfléchir plutôt collectivement au développement de notre station et au développement plus large de comment justement allier le ski, mais pas que le ski, ouvrir sur les 4 saisons, et puis ne pas être que sur le tourisme, comment on soutient aussi l'activité agricole, l'activité artisanale, d'autres activités sur le territoire pour que les gens puissent continuer à vivre justement dans ces territoires de montagne. Et donc moi, je salue vraiment cette initiative. Oui, à un moment donné, il y a une décision. Mais d'ailleurs, l'équipe municipale la met en place. D'ailleurs, pour dire que ce n'est pas si facile, parce qu'une de leurs difficultés actuelles, bien sûr, il y a des subventions de la région, du département, très bien. Mais à un moment donné, il faut quand même payer, compléter. Il faut un emprunt. On dit à la commune, la plupart des banques disent à la commune de Grèce, non mais nous, on ne s'engage pas là-dessus. Donc, ce n'est pas si facile que ça. On s'engage sur du long terme. Et moi, je trouve ça plutôt sain que les choses s'ouvrent, que se discutent. Et je suis sûr que ce qui s'est passé à Grèce-en-Vercors, il y a eu cette décision-là. Mais on verra. Moi, je pense que cette discussion, elle va se poursuivre. Ça va enclencher une vraie discussion sur l'avenir de cette station.
Vous évoquez les autres pistes pour faire vivre ces territoires de montagne. Ce mardi à Grenoble, les éleveurs sont venus manifester à l'occasion du procès en appel de Jean-Michel Bernard, qui est le président du département des Hautes-Alpes, qui est poursuivi pour avoir offert une queue de loup à une préfète. C'était un geste censé symboliser le désarroi du monde agricole, du monde de la montagne face au loup. D'abord, est-ce que ce geste mérite un procès ? Oui, parce que je trouve que c'est franchement, c'est pas avec ces gestes-là, c'est pas de cette manière-là qu'on sortira sur cette problématique-là. Je fais la référence à ce que je disais tout à l'heure. On a besoin de travailler collectivement, on n'a pas besoin de choses comme ça qui... Bon, ça fait médiatiquement, c'est peut-être ça fait peut-être le scoop, etc. Mais moi, je pense que c'est vraiment pas comme ça qu'on doit fonctionner. Cette question du loup, je pense bien la connaître. Hein. Je suis sur une commune qui est impactée par le loup. J'ai eu des éleveurs qui ont été attaqués. C'est quelque chose que je vois bien. Ce que je constate, c'est que un certain nombre de politiques vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire faire miroiter, faire croire qu'on n'aura plus de loups sur nos territoires. Et donc, via la Convention de Berne européenne, via la directive Habitat qu'on va supprimer. Et puis, on aura le droit, du coup, d'exterminer les loups et de revenir au temps où il n'y en avait plus. Moi, je dis que ça, en tout cas, moi, je ne le dirai jamais, parce que c'est tromper les éleveurs. On ne fera jamais ça. Je veux dire, l'Europe ne reviendra jamais en arrière. La France, sur cette question-là, bon, en plus, la France et le gouvernement ne suivent pas ça parce qu'ils savent bien, mais personne ne suivra ça. Et donc, ces populations de loups existeront toujours. Bien sûr qu'il y a une question de régulation, mais qui existe déjà largement. On est un des pays qui régulons le plus et qui prélevons, tuons le plus de loups. Mais on voit bien que la solution, elle est ailleurs. Et là où c'est mis en place, là où ça fonctionne, où il y a une aide à la fois sur la protection, à la fois toutes les problématiques qu'on a ces derniers temps, ce sont avec les patous et les chiens de protection. Si on accompagne, et pendant longtemps on n'a pas voulu le faire. Moi je me rappelle, on a essayé de trouver de l'argent pour le parc du Vercors qui voulait faire de l'accompagnement sur l'élevage des patous, parce qu'on disait que c'était vraiment là où il fallait aider les éleveurs. On avait dit, bon non mais ça va encore coûter de l'argent, etc. Non, il y a une nécessité. Mais on voit bien que là, ça devient une vraie problématique parce que élever un patou, c'est pas simple. Il y a besoin d'avoir une formation, etc. Tout ça, ce sont des choses qui existent dans le plan loup, pour la plupart qui sont financées, mais et surtout qui ont des résultats aussi, parce qu'à travers ça, ça a été un renfort à l'activité pastorale, puisqu'on a beaucoup plus de bergers qui sont financés, on a des aides sur l'activité pastorale. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt se pencher sur le plan loup, sur ce qu'on peut faire avec ce plan loup pour développer et conforter l'activité pastorale. Et notamment, moi, je demande qu'on ait une revoyure sur ce plan loup, parce qu'il a été mis en place, mais la moitié des choses qui étaient dedans n'ont pas été en application, n'ont pas été au bout. Et moi, je demande à ce qu'à la fois on évalue ce qui a été fait et voir ce qu'on peut poursuivre et continuer. Mais en tout cas, ce discours qui fait miroiter le fait qu'on passera une étape où il n'y aura plus de loups, moi, je n'y crois pas du tout. Et surtout, c'est emmener les éleveurs vraiment. C'est vraiment pas les aider, en tout cas, dans cette démarche, parce que je sais aussi que pour eux, c'est très compliqué. Bien sûr qu'y avoir une attaque de loup dans un troupeau, c'est souhaitable pour personne. Un éleveur, il aime ses animaux, bien sûr. Mais voilà, maintenant, il faut trouver des solutions. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions. Alors Guillaume Gontard, on arrive dans les dernières minutes de l'émission. La semaine dernière, on recevait à votre place David Kéros, maire communiste de Saint-Martin-d'Hères, qui était venu nous parler de son projet d'aménagement NERPIC, Grand Centre Commercial et de Loisirs. On lui a demandé de vous poser une question. C'est le petit jeu dans cette émission depuis la rentrée. La voilà, attention, c'est rapide. Monsieur le sénateur, bonjour. Le capitalisme vert, ça vous inspire quoi ? Je dis bonjour à David Kéros que je connais bien. Moi, le capitalisme vert, c'est du capitalisme. Et donc, c'est continuer dans un système qui a montré qu'il était particulièrement destructeur pour l'environnement, pour, je dirais, l'humain en général, puisque je parlais des conditions qu'il pouvait y avoir sur les différentes exportations, la manière de produire. Et on voit bien que c'est un système qui est arrivé au bout et qui, en tout cas, au regard de ce dérèglement climatique, on doit se reposer des questions. On a des limites planétaires, on est dans un monde fini, et on voit bien que ce système capitaliste qui nous pousse à consommer toujours plus,
ne fonctionne pas et ne peut plus fonctionner au regard de ce qu'on doit faire en termes de dérèglement climatique, mais aussi en termes de justice sociale. Et la République écologique, c'est justement changer de système, changer de modèle. Et sur quoi est basé ce capitalisme? C'est toujours sur le PIB, qui est un indicateur qui ne veut rien dire, que c'est quand même un indicateur qui, quand il est au plus haut, ne veut pas forcément dire qu'on vit mieux. Eh bien, il faut travailler, changer ces indicateurs pour vraiment avoir des indicateurs qui soient liés à notre qualité de vie, à la qualité, à l'impact sur l'environnement, à ces conditions justement de lutte contre le changement climatique, au fait qu'il y ait une meilleure répartition sociale. Donc bien sûr qu'il faut inverser notre modèle, et je dirais qu'on n'a jamais été face à une telle obligation avec les événements climatiques qui se passent actuellement. Bon, merci Guillaume Gontard. On devait finir par une petite carte blanche, mais on n'a plus le temps. Vous vouliez parler ruralité, on l'a quand même pas mal évoqué, cette thématique, avec notamment... Oui, c'est un sujet qui me touche de près, mais... On aura l'occasion d'en reparler. La campagne, notamment des présidentielles, est encore longue et l'actualité politique riche. Merci en tout cas d'être venu sur merci à vous. Merci. Politique, émission diffusée tous les vendredis, 21h15, samedi 13h et le dimanche à 19h, à voir également en replay sur telegrenade.net.